Bonjour, je suis Laetitia Vieira Afinkwasi. Je suis maman de 7 enfants. Je suis directrice de la société SolarPack et présidente d'un réseau des fées que j'ai également cofondé, donc un réseau de femmes entrepreneurs. J'ai une expertise en management et affaires internationales, un master qui m'a permis d'avoir une formation académique, je dirais, éclectique. Et après avoir fait 2 années en droit, j'ai souhaité donc mettre à profit toutes les connaissances que j'avais pour un parcours, ma foi, atypique, que je suis contente de pouvoir vous relayer. Ces différentes casquettes, je les gère parfaitement, peut-être pas, mais en tout cas en corrélation. Et je crois que c'est ce qui me permet d'être épanouie dans tout ce que j'entreprends et dans tout ce que je suis. Il s'avère que j'ai 5 filles, donc c'est vrai que c'est passionnant de pouvoir mentorer, coacher des jeunes femmes. C'est l'objectif du réseau des femmes entrepreneurs engagées et solidaires, de pouvoir leur inspirer ce futur-là. Je le fais dans ce cadre, je le fais pour mes filles. Il y a une intelligence dans tout ça. Au niveau de SolarPack, c'est de l'entrepreneuriat social qui promeut l'éducation. Et encore une fois, il y a encore un lien évident entre ce que je fais dans le monde rural à l'attention des jeunes gens, des enfants surtout, et les miens. Il n'est pas rare de voir mes enfants m'accompagner dans les campagnes que nous faisons dans la distribution de sacs à dos solaires dans le monde rural. Et je crois que le fait de pouvoir lier une activité à l'autre me permet de pouvoir les embrasser de façon sereine. Mon parcours académique m'a conduit à opérer dans plusieurs domaines d'activité. Sur Strasbourg et en Europe, j'ai travaillé dans des départements commerciaux d'industrie finlandaise du papier par exemple. J'ai été expatriée sur Chicago où j'ai pu travailler dans des services commerciaux en lien avec des unités commerciales qui étaient un peu partout dans le monde. C'est vrai que j'ai également été conduite à travailler dans l'univers de la beauté. Je crois que c'est la curiosité, une boulimie de vouloir découvrir plusieurs choses en même temps et peut-être la modestie, parce que ça ne m'a pas empêché pour autant, en revenant par exemple sur la Côte d'Ivoire, d'accepter d'assister par exemple à un programme étatique au sein d'une primature, ou alors travailler en agence de communication dans le monde de l'événementiel. Je pense qu'il arrive un moment donné où peut-être qu'on cherche un peu sa voie jusqu'à ce qu'on la trouve. Et pour moi, ça a clairement été de pouvoir rassembler toutes ces expériences-là. La formation polyvalente et éclectique que j'ai eue m'a permis d'être à l'aise dans un certain nombre de domaines d'activité, jusqu'à ce que je décide un jour que j'allais prendre, entre guillemets, le contrôle de ce que je faisais. J'avais une vision claire de là où je voulais aller, et pour moi, il s'agissait de pouvoir l'embrasser complètement. Donc pour cela, la voie royale, c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on a une vision claire, on veut la voir aboutir, et alors on se donne les moyens de le faire. J'ai toujours pensé qu'il fallait se donner les moyens de ses rêves. Par exemple, pour moi, le rêve a toujours été d'avoir de nombreux enfants. Je considère qu'il faut s'en donner les moyens. Le rêve, pour moi, a toujours été de pouvoir voyager de par le monde et multiplier les expériences internationales. C'est pour ça que j'ai fait cette formation en management et affaires internationales. Donc après l'Europe, les États-Unis, je suis née au Japon, j'ai vécu en Tunisie, je me retrouve en Côte d'Ivoire, je parle 5 langues et forte de tout ceci, je crois qu'aujourd'hui, je me suis donné les moyens de pouvoir prospecter des marchés internationaux. Et c'est comme ça qu'au sortir d'un poste, d'une fonction que j'avais dans une entreprise, j'ai décidé de démissionner et de faire de l'outsourcing commercial. Pour moi, l'externalisation commerciale correspondait bien à ce que je pensais savoir faire, c'est-à-dire avec un portefeuille client. Il s'agissait pour moi de pouvoir rencontrer des partenaires internationaux pour leur proposer des solutions que j'estimais être bonnes pour leurs intérêts ou qui répondaient à leurs attentes. Et c'est comme ça que je crée Radiance.
Radiance, qui est donc une société d'externalisation commerciale en Côte d'Ivoire que j'ai commencé il y a quelques années. Et ce qui est intéressant dans l'externalisation commerciale et dans le business développement, c'est que quand on est à l'aise dans ce qu'on fait, finalement on peut tout vendre. Et c'est vrai que j'ai été amenée à travailler dans l'audiovisuel, dans l'événementiel, dans des programmes étatiques. J'ai été amenée à rencontrer des gens extrêmement variés, à pouvoir discuter, être très confortable dans des milieux autant ruraux que gouvernementaux, dans des pays ou d'autres. Et puis je suis tombée sur Solarpack et j'en suis tombée amoureuse. La passion, je crois que c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, on arrive à faire ce qu'on fait. J'ai tenté l'entrepreneuriat bien qu'employée aux États-Unis, j'ai tenté l'entrepreneuriat en France et j'ai tenté et réussi, je crois, l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Ailleurs, j'ai vu qu'effectivement c'était très normé et je pense que c'est important de pouvoir normer et formaliser les activités que l'on décide de mener. Je crois aussi que le dynamisme de l'entrepreneuriat ivoirien et la liberté que les uns, les unes et les autres prennent de vouloir mettre en place des idées qu'ils ont et qu'ils ne soient pas nécessairement freinés par multiplicité ou restrictions juridico-légales. À terme, ou non, je ne devrais pas dire à terme, il faut pouvoir formaliser ces activités. N'empêche que ce dynamisme-là vient certainement de là également. Ce que j'ai grand plaisir à constater, en tout cas au niveau de l'entrepreneuriat féminin, permettez-moi de mettre une emphase dessus, pour ce que je constate, c'est qu'il est très solidaire. Et c'est vraiment quelque chose qui est rafraîchissant de voir à quel point est-ce que les femmes se tiennent par la main pour pouvoir s'apporter des idées génératrices de revenus, pour pouvoir se compléter, se complémenter. J'ai l'habitude de dire qu'on ne réinvente pas l'eau chaude. Ce que l'une a fait, parfois n'a pas besoin d'être repris pour peu qu'on puisse y apporter, pour peu qu'on puisse lui apporter une valeur ajoutée en le promouvant, ça fait déjà vivre quelqu'un. Donc les idées, il y en a plein, il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, je suis contente de porter une cape de chez, j'ai le droit de le dire, de chez Nedje Couture ou un bijou de chez Breguet Accessoires. Je pense que c'est comme ça que l'entrepreneuriat, en tout cas de façon générale et féminin en particulier, peut vivre et peut vraiment prospérer en Côte d'Ivoire. C'est que les uns devraient pouvoir soutenir les autres dans cet esprit de solidarité et de promotion de ce que nous faisons de meilleur dans nos pays. Le challenge principal des entrepreneurs est la levée de fonds. Aujourd'hui, Solarpack est à fonds propres, par exemple. La problématique de devoir obtenir des financements pour pouvoir passer à l'échelle reste une problématique qui est connue par de nombreux entrepreneurs. La question du financement est donc une problématique qui est partagée par de nombreux entrepreneurs de façon générale, spécifiquement pour les entrepreneurs sociaux, parce que justement une part de leurs revenus est redéployée dans des actions sociales pour lesquelles on n'attend pas un retour sur investissement. C'est plutôt, en tout cas pas pécunier, mais le retour sur investissement qu'on en reçoit, c'est de voir l'impact que ça a, notamment par exemple pour les sacs à dos solaires, de voir que d'une année à l'autre, les enfants sont scolarisés, rescolarisés, et qu'il y a une diminution du taux d'enfants non scolarisés dans un village. Ça, c'est un grand retour sur investissement social que nous faisons. Il n'en demeure pas moins que la problématique des financements demeure, et je pense qu'en nous organisant en tant qu'entreprise sociale, nous saurions donc être une force et une plateforme qui pourrait trouver ensemble des éléments communs qui nous permettraient de passer à l'échelle. Le deuxième challenge pour les entreprises sociales, c'est le passage à l'échelle. C'est vrai qu'on peut cibler et déterminer une problématique que l'on souhaite pouvoir solutionner, mais après nous constatons sur le terrain que les problématiques sont tentaculaires. Quand on se préoccupe des devoirs que font pas un enfant le soir parce qu'il n'a pas d'électricité, les freins à la scolarisation sont multiples. Il y a le manque de lumière,
des fois il y a le handicap, c'est parfois des problèmes d'audition, de vue. Et parfois, c'est le fait qu'un enfant n'ait pas suffisamment à manger le soir et qu'il soit tout simplement affaibli. Donc, les problèmes sont tentaculaires. Le fait d'être dans une entreprise sociale ouvre le champ des possibles sur énormément de choses. Donc, il y a de la place. C'est encore un plaidoyer il y a un appel que je lance. Il y a de la place pour tout le monde pour pouvoir vraiment apporter des solutions à ces populations qui ne demandent qu'à pouvoir être entendues, écoutées. En allant sur le terrain, on se rend compte de nombreuses choses. Je pense qu'en s'organisant, les entreprises sociales pourraient apporter davantage. SolarPack est une entreprise sociale. Comme son nom l'indique, elle a pour objectif premier de pouvoir répondre à un besoin de société, à une problématique claire que nous avons identifiée qui est celle du manque d'électrification dans les zones rurales et qui empêche les enfants de pouvoir faire leurs devoirs le soir. Nous avons pu constater que bien des fois dans les campements, dans les villages où l'électricité manque, les enfants ne faisaient tout simplement pas leurs devoirs ou le faisaient à la lumière d'une lampe tempête, d'une torche ou de feu, en tout cas d'éléments d'énergie qui étaient néfastes pour leur santé et des fois rédhibitoires. C'est comme ça que nous avons eu l'idée de mettre en place cette solution qui est le sac à dos solaire qui comporte donc une plaque solaire photovoltaïque au devant, à l'intérieur duquel il y a une batterie qui peut charger à la lumière du soleil et une lampe LED donc qui permet à l'enfant de pouvoir faire ses devoirs lorsqu'il n'y a pas de courant la nuit tombée. Donc voilà, SolarPack est vraiment l'entreprise d'impact que je dirais par excellence sur le continent qui promeut l'éducation avec des solutions innovantes. Il y a le sac à dos solaire, mais il y a nombre d'autres solutions, toujours dans les énergies renouvelables, parce qu'on considère qu'une des premières richesses que nous avons sous nos cieux, c'est le soleil. Donc pouvoir capitaliser sur cela et innover dans tout ce qui pourrait améliorer le bien-être des populations des zones rurales. De plus en plus, nous sommes sollicités sur les zones urbaines, donc on n'arrête pas l'innovation. L'entrepreneuriat social est une terminologie que moi-même j'ignorais en commençant à travailler avec SolarPack pour développer le business de SolarPack. En réalité, il s'agissait pour cette start-up qu'elle était il y a 5 ans de pouvoir trouver un business model qui tienne la route. Et je crois que c'est véritablement ça la différence entre la start-up et l'entreprise en bonne et due forme. Trouver son business model et déployer le business model qu'on a mis en place parce qu'il fait ses preuves, c'est là qu'on devient une entreprise à proprement parler. C'est en prenant la direction de SolarPack effectivement que je parviens, je pense, à déployer ce business model qui a été réfléchi depuis plusieurs années et puis envisager des perspectives d'avenir. Et l'entreprise sociale, elle nourrit certainement moins son nom que l'entreprise qui n'est pas sociale parce que l'entreprise sociale a pour objet, a pour principe, dans ses revenus et dans ses bénéfices, de pouvoir en redéployer dans l'objectif du bien-être des autres, des populations, de projets sociaux. On ne mange pas tout son argent en gros quand on est entreprise sociale. Entreprise d'impact, c'est l'autre terminologie qu'on lui donne, c'est un concept qui est assez nouveau. Et c'est vraiment un concept pour lequel il est encore important en termes, c'est vrai, de sensibilisation, de plaidoyer ou de communication, pour lequel c'est vrai que de nombreuses entreprises comme moi, en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde, ont besoin de faire davantage d'efforts, c'est de faire comprendre quelle est la différence entre une ONG et une entreprise sociale. Pendant des années, j'ai eu des scrupules, moi, en voulant mettre en place des actions sociales, ou des scrupules dans le sens où lorsqu'on mettait en place des actions sociales, bon, parce que ça a toujours été dans mon ADN de vouloir développer des solutions, les gens ont toujours le regard de se dire mais si vous faites tellement de social, c'est que vous avez beaucoup d'argent. Je crois qu'au contraire non, je crois que c'est une passion, ça on ne se refait pas, je ne me pose plus la question de savoir si c'est bien ou c'est pas bien. À un moment donné, c'est vrai que pour pouvoir donner de l'argent ou pour pouvoir faire bénéficier des populations, il faut en gagner. Et le fait d'en gagner, en tant qu'ONG, peut-être qu'on mène un certain type d'action, mais en tant qu'entreprise, on fait du business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
sur la base de matières premières, sur la base de fabrication industrielle, sur la base de savoir-faire, sur la base d'équipes qui ont des coûts jour-homme. On fait du bénéfice, on fait du chiffre, on reverse et on déploie d'autres solutions. Donc oui, l'entreprise sociale nourrit son homme. Et si ça devait être un appel à passer, merci pour cette plateforme, je le ferai haut et fort parce que je crois vraiment que l'économie bienveillante aujourd'hui est une solution. Pour moi, c'est la solution en parallèle avec ce que font les États. On ne peut plus tout attendre de l'État, de nos États ou des pouvoirs publics de mettre en place des solutions. Aujourd'hui, l'entreprise, pour moi, est une force et elle devrait pouvoir effectivement se concentrer sur des problématiques bien spécifiques liées aux défaillances de certaines populations, de populations soit précaires, soit en difficulté. On a les solutions parce que justement nous détenons la richesse. Je ne dis pas qu'on est riche, mais on détient la possibilité de mettre en œuvre des richesses, de déployer des richesses et autant que ça puisse servir à nos populations qui ont besoin de se développer. L'entrepreneuriat social a toujours existé en réalité dans nos pays. Il n'avait peut-être pas cette terminologie-là. Aujourd'hui, on parle d'entreprise d'impact, d'entreprise sociale. Nous sommes dans une ère avec cette période de pandémie où les prises de conscience sont mises en exergue. Les uns et les autres se disent qu'ils doivent pouvoir donner un sens à leurs existences, tant mieux. Et je pense que c'est le moment de vraiment pouvoir se poser la question de pourquoi est-ce qu'on est sur cette terre. Est-ce qu'on est là que pour gagner de l'argent ou est-ce qu'on peut aussi regarder son ami d'à côté pour voir à quel point est-ce que ce qu'on a, on peut aussi le partager. L'entrepreneuriat social a, je pense, surtout en Afrique, toujours existé parce que quand on voit nos parents agriculteurs mettre en place des solutions de champs, par exemple, pour ne parler que de l'agriculture, ça n'est pas que pour remplir leurs estomacs. C'est vrai qu'à un moment donné, l'esprit de solidarité s'est toujours manifesté, en tout cas dans nos contrées. Est-ce qu'il est encouragé et formalisé aujourd'hui? Je pense qu'on le connaît mal. Et je pense que c'est parce qu'on ne le connaît pas suffisamment bien que recrudescence d'organismes non gouvernementaux ont mis en place peut-être des modèles qui pouvaient parfois prêter à confusion. Je pense qu'il faut clairement assumer le fait de vouloir gagner de l'argent avec une solution et mettre en place toute une organisation autour pour faire du bénéfice et de mettre dans son business model le fait de vouloir redéployer une part de ses revenus à une problématique que l'on a clairement identifiée. À partir de là, l'entrepreneuriat social serait largement encouragé et gagnerait à être promu pour peu que l'on puisse, je pense, très clairement l'expliquer, le comprendre, apporter davantage de formation, renforcer les capacités des personnes qui ont envie d'apporter un meilleur être aux populations. Il existe aujourd'hui des fonds destinés, en Europe et aux États-Unis, ce que je connais en tout cas, des fonds destinés aux entreprises d'impact et aux entreprises sociales. Je pense que nombreuses intelligences se sont concertées pour comprendre que l'entreprise sociale était la solution à la problématique des populations. Et dans cette perspective-là, des fonds sont mis en place très clairement, hein, on pourrait les citer, pour pouvoir soutenir, encourager, étudier les projets qui sont mis en place et qui peuvent véritablement répondre. Aujourd'hui, les partenariats publics-privés se multiplient, c'est aussi pour cela. Je pense que nos États et les institutions publiques ont compris que non seulement les richesses étaient dans les entreprises, mais le dynamisme de l'innovation et les volontés des passionnés se retrouvent dans ces structures-là qui ont envie de changer le monde. Donc changeons le monde ensemble, gagnons de l'argent pour le faire. Solarpack a souffert. Très clairement, comme nombreuses entreprises dans le monde, depuis un an de la crise de la Covid-19 qui a frappé de plein fouet sa ligne de production, qui jusqu'alors était développée à l'étranger. Alors, comme il faut voir les choses positivement, c'est souvent le cas de ces entreprises d'impact, il a fallu se réinventer.
Cette réinvention, nous l'envisagions sur un moyen long terme. Il a fallu accélérer et admettre, accepter, intégrer le fait qu'il faille dorénavant réfléchir les choses différemment. Développer d'autres solutions que le sac à dos solaire, mais également et surtout, c'est ce projet de perspective à, je dirais, court terme que nous avons, fabriquer le sac à dos solaire localement. Aujourd'hui, le Solar Pack peut être fabriqué en Côte d'Ivoire et est fabriqué pour les dernières commandes que nous avons eues. Nous l'avons conçu localement. Nous sommes capables aujourd'hui de monter ce textile-là en sac à dos et insérer cette plaque photovoltaïque qui est encore importée dans le sac à dos et concevoir l'assemblage localement. Cette unité d'assemblage-là, nous l'avions évidemment mise en perspective sur le moyen long terme il y a 1 an ou 2, mais c'est quelque chose que nous sommes en train d'accélérer pour plusieurs raisons. Déjà pour que nous ne soyons plus pénalisés dans le cas d'une rupture de stock parce que nous en dépendions donc de l'étranger. Et puis parce que, encore une fois, dans cette perspective de vouloir en faire bénéficier les autres, nous faisons bénéficier les enfants de ces sacs à dos solaires. Ces enfants ont des encadrants, ont des parents. Et ces parents-là ont besoin de pouvoir vivre. Beaucoup ont perdu leurs emplois. Beaucoup aujourd'hui cherchent des activités rémunératrices de revenus. Pourquoi ne pas leur en faire bénéficier? C'est comme ça que, en montant ces sacs à dos solaires localement, on a mis des petites unités sur Soubré, Lakota, Daloa, Abidjan. Et bien ma foi, on est capable aujourd'hui de rémunérer. C'est vrai que c'est des unités de femmes qui assemblent ces sacs, rémunérer en tout cas pour cette part de production ces femmes qui montent les sacs. La perspective clairement pour moi est de pouvoir mettre en place une usine de montage. Une usine de montage qui pourrait intégrer une 50aine de postes avec des machines qui pourraient coudre, mettre en place ces assemblages et puis réduire évidemment les délais et d'approvisionnement et les tracasseries de logistique et de douane pour ce qui est des importations, en réduisant cette chaîne-là et en étant plus proche de nos zones cibles qui restent les zones rurales, on pourrait pourvoir davantage de ces solutions-là aux enfants. Dans le monde, aujourd'hui, il y a 1 milliard de personnes qui vivent sans électricité. On a pu, en vendant 100 000 sacs à dos solaires dans le monde jusqu'au Cambodge et à Haïti, donc permettre à 100 000 enfants de pouvoir faire leurs devoirs le soir, de pouvoir réussir leur parcours scolaire, de passer d'une année scolaire à l'autre, et puis réduire donc la pauvreté en leur assurant en tout cas un maximum de garantie de pouvoir avoir un emploi ou travailler demain. Donc je pense vraiment que la perspective pour nous, c'est de multiplier ces chances-là pour les enfants au travers de ces solutions de mise en place d'unités d'assemblage de par le monde. Et donc je pense que là on aura réussi quelque chose si nous permettons donc à plus d'enfants de pouvoir étudier et plutôt que de faire d'autres activités qui ne devraient pas être les leurs. L'éducation est la clé. Je ne cesserai de le dire et aujourd'hui, tout ce qui est frein à l'éducation, j'en fais mon cheval de bataille personnel. Solar Pack, c'est vrai, avec ses solutions solaires pour une vie sans interruption, répond à une problématique bien spécifique. Les freins à l'éducation sont nombreux. Aujourd'hui, pour parler des femmes, parce que c'est vrai que c'est également mon cheval de bataille, l'éducation et la formation est la clé pour permettre à une femme d'être autonome, libre de ses choix et une femme de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, la femme de pouvoir, c'est la femme qui est capable de pouvoir changer le monde de façon autonome, de pouvoir embrasser ses visions et de pouvoir surtout passer à l'action. Ça ne passe pas sans éducation, formation, autonomisation. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables de ces jeunes générations, de toutes ces petites filles, de toutes ces jeunes filles, de toutes ces jeunes femmes. On est censé être un rôle modèle pour elles. Donc, ce que nous mettons en place doit pouvoir servir à ces futures générations qui seront le monde de demain. Il s'agit pour nous véritablement de pouvoir embrasser cette responsabilité-là. Donc, faisons tout pour ça.
Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.